bonjour Pierre Ménez. Salut. Merci beaucoup de nous accorder de votre temps. Alors je voudrais commencer cette vidéo avec une question très simple. Vous êtes un des consultants les plus influents en France et il y a plein de personnes, on entend souvent ce terme, mais il y a plein de personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très brièvement en quoi consiste votre métier? Alors, ce que consiste mon métier ou le fait d'être influent? Non, en quoi consiste votre métier? Disons que quand j'étais journaliste à l'équipe, mon métier consistait à un mélange d'information et d'expertise. Aujourd'hui, dans le rôle que j'ai à Canal+, c'est de l'opinion et de l'expertise. On demande moins d'informations, même s'il m'arrive d'en avoir une ou deux de temps en temps par le fruit de mes contacts. Mais voilà, c'est l'information qui vient à moi plus que moi qui viens chercher l'information. C'est un autre métier. D'accord, vous donnez votre opinion sur les Voilà, informations. c'est ce qu'on demande à un consultant. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Comment on en arrive à devenir consultant à Canal+ après avoir travaillé dans toute la presse sportive J'ai quand même fait 21 ans à l'équipe, Oui. commençant à l'équipe TV. À l'équipe TV, l'ancien directeur de la rédaction de l'équipe, Jérôme Bureau, était devenu directeur de la rédaction d'M6. Oui. Il a voulu créer 100% foot et moi j'avais quitté l'équipe 2 mois avant pour devenir dirigeant au Stade de Reims et il m'a demandé si mes nouvelles fonctions au Stade de Reims étaient compatibles avec le fait d'être une émission de télé. Reims était en sa 2e année en Ligue 2, donc j'ai dit oui et j'ai commencé 100% foot avec Estelle Denis et Dominique Grimaud. D'accord. L'émission a duré, j'ai fait l'émission pendant 4 ans, 3 ans avec Estelle, 1 an avec Vincent Coiffé. Et là, Cyril Linette, qui était le directeur des sports de Canal à l'époque, est venu me chercher et ça fait 9 ans que je suis là. Très bien. Dit comme ça a l'air assez simple. En fait, ce qui a été le plus dur dans ma carrière, ça a été d'être embauché à l'équipe parce que j'avais un mec qui avait juré ma perte et que j'ai mis 8 ans à devenir titulaire. Après, j'ai fini grand reporter dernier échelon. Donc, les choses ont repris leur cours. Et puis voilà quoi. Et puis un jour, il y avait un des derniers chefs du foot avant que je parte, qui était un de mes meilleurs amis. Il m'a dit tu quitteras jamais l'équipe. Et ça m'avait un peu sonné dans la tête. Je me suis dit oui, il a raison. Un peu le confort, tu vois. C'est formidable l'équipe, hein, quand t'es en haut dans la hiérarchie de la rubrique foot, tu vas faire les plus grands matchs de Ligue des Champions. T'es payé pour voir des matchs que des mecs seraient prêts à payer des milliers d'euros pour être au stade, tu vois. Mais j'avais envie d'autre chose. D'accord. Et justement, j'aurais aimé savoir ce que vous aimiez le plus dans votre métier de consultant ou de journaliste. Est-ce que vous aimez le moins? Alors dans mon métier de journaliste, ce que j'aimais le plus, c'était les matchs. Oui. Moi, tu sais, j'ai jamais tiré aucune gloire d'être journaliste. Je m'en fous d'être journaliste. Je m'en fous d'avoir une carte de presse. D'ailleurs, ça fait 10 ans que j'en ai plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le foot, le jeu. Je pense que déjà, quand j'étais journaliste à l'équipe, même si j'ai jamais eu de prétention sur la qualité de ma plume, j'avais un style personnel. Et je pense une bonne analyse au niveau du jeu. Voilà, c'est ça qui me plaisait le plus. D'accord. Et à l'inverse, est-ce qu'il y avait des choses que vous Moi, ce que n'aimiez j'aimais pas, c'était la vie en rédaction. Surtout que j'étais à l'équipe quand a été lancée cette mode ignoble de l'open space, c'est-à-dire où tu n'as plus aucune intimité sur rien. Les journalistes à l'équipe, c'est passer les coups de fil aux joueurs. T'as pas besoin qu'il y ait 15 personnes autour de toi qui écoutent ce que tu dis. Je trouve que c'est une aberration de travailler comme ça. D'ailleurs, les dernières années où j'étais à l'équipe, comme je suivais Arsenal, j'étais quasiment jamais au journal. Est-ce que vous avez déjà été confronté à la censure par rapport à certains employeurs qui vous demandaient d'être sobre dans ce que vous disiez ou de ne pas dire même certaines choses? On m'a demandé un jour de retravailler un papier sur Domenech qui était trop cruel. Mais non, et en tout cas depuis que je suis à Canal, jamais. En même temps, j'ai été embauché pour ça. Quand Cyril Linette m'a dit j'ai besoin de quelqu'un qui secoue le cocotier. Bon, voilà, à partir du moment où on me demande de secouer le cocotier, je le secoue. Volontiers, j'imagine. Voilà, Il me semble que vous étiez supporter du PSG étant jeune. Ouais. Dans un premier temps, est-ce que c'est toujours d'actualité? Non. Non? Contrairement à ce que beaucoup croient, notamment après les accusations et les sous-entendus absolument lamentables de Mediapart à mon encontre. Moi j'ai été abonné au PSG de 77 à 82. D'accord. 77 j'étais mineur, donc à l'époque tu avais 1 an d'abonnement en tribune Auteuil gratuit. Et voilà, moi je suis resté jusqu'à 82, l'arrivée de Safet Suzik, puis après voilà, comme je commence à travailler à l'équipe, je ne pouvais plus aller au parc.
J'ai suivi le PSG pour l'équipe. Puis comme j'ai dit, si tu veux te dégoûter du PSG, suis-les comme journaliste parce que c'est une merde par jour. Voilà. Aujourd'hui, moi mon PSG c'est Dominique Rocheteau, Mustapha Daleb, Safet Suzy, Ivica Souriat, Jean-Marc Pilorget, Dominique Baratelli, c'est ça mon PSG. Mon PSG c'est pas Neymar, c'est pas Mbappé. Après, j'apprécie que les Qataris offrent à toute la Ligue 1 et à tous les niveaux la possibilité de voir ses joueurs toutes les semaines. Bien sûr. Et surtout, je ne supporte pas cette chasse au buzz, ce côté putaclic absolument répugnant qu'a une grande partie de la presse française qui fait son buzz et son beurre sur le dos du PSG, à commencer par l'équipe. Je ne reconnais plus le journal où j'ai travaillé pendant 21 ans. J'ai souvent honte de ce qu'ils peuvent faire. Là, ça fait 3 semaines qu'ils nous bassinent avec Neymar en reprenant tous les jours ce que dit la presse espagnole. Alors que tout le monde sait que ce que dit la presse espagnole, il y a zéro fiabilité. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne dis pas que Neymar ne va pas retourner à Barcelone. Je dis que si le PSG retourne à Barcelone, c'est que c'est le PSG qui l'aura décidé et qui fait une bonne affaire. Bien sûr. Il faut arrêter de croire que ce sera juste un caprice et un claquement de doigts de Neymar. Mais à titre personnel, et en tant qu'amoureux du football, je ne souhaite qu'une chose, c'est que Neymar reste encore un an au PSG et qu'il ne soit pas blessé. D'accord. Et que là, on beaucoup de crétins qui ne... Parce que si tu veux, là, le truc, ce mec il se fait 2 fractures du métatarse en 2 ans, tout ce qu'on trouve à dire, bah tiens, comme par hasard, c'est l'époque du carnaval et il va à l'anniversaire de sa sœur. Arrêtons la calomnie. Donc les gens changent d'avis d'ici un an. Voilà. Je comprends. Enfin, ça ne changera pas ma vie non plus. Je me doute bien. Et par rapport à ça, par rapport à l'impartialité, est-ce que j'imagine bien qu'il y a certains journalistes qui ont un club de cœur. Est-ce que vous pensez que c'est pas trop dur quand on travaille dans le milieu du sport de rester impartial justement? Je crois que tout le monde sait que j'ai un club de cœur, c'est Strasbourg. D'accord. Parce que le président du Racing Club de Strasbourg est mon meilleur ami depuis 30 ans. Maintenant, je dirais que faire le CFC et être supporter de Strasbourg, c'est confortable. Oui. Alors là, cette année, ponctuellement, le club a gagné la Coupe de la Ligue, c'est super, j'étais ravi. Moins ravi de la finale, mais ravi du résultat. Mais voilà, c'est assez commode. Alors, il y a toujours un abruti sur Twitter pour me dire, bah évidemment, c'est Strasbourg, tout est bien. Oui. C'est-à-dire que les mecs te soupçonnent de manquer d'objectivité, alors qu'eux-mêmes, étant supporters de club, n'en ont aucune. Exactement C'est ça. un côté savoureux des réseaux sociaux. D'accord. Et alors pour changer totalement de sujet, vous avez joué au tennis et vous êtes journaliste à la base spécialisé dans le foot. Est-ce que vous avez déjà joué au foot également? J'ai joué au foot. Alors si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 15 ans, je suis passé à travers une 4L avec ma mobilette. J'ai eu le fémur gauche sectionné. Et que pour se remettre d'une fracture du fémur, il faut des années. Donc si j'avais une quelconque envie d'avoir une carrière, même amateur dans le foot, ce pépin m'a totalement écarté des terrains pendant au moins 3 ans. Après, j'ai joué au foot à l'équipe, dans des matchs de Challenge-Mariani, tout comme ça. Mais bon. D'accord, jamais enregistré Non en plus, club. avec les problèmes de poids, c'était pas non plus l'idéal. D'accord. Justement, vous êtes réputé pour votre franc-parler, vous écoutez des polémiques avec des personnalités du football. Est-ce que vous pensez que certaines fois, vos pensées ont pu dépasser vos paroles On pose souvent la question. Oui. Le seul reproche que je puisse me faire, c'est d'avoir un jour comparé Olas à Ceausescu sur M6. On voit que les temps ont changé, parce que je dirais ça aujourd'hui au CFC. Évidemment, les audiences ne sont pas les mêmes, mais je dirais ça aujourd'hui au CFC, ça serait un scandale affreux pendant 5 jours. Là, c'était passé comme une... ça n'a d'ailleurs même pas fait de buzz, mais ça n'avait pas empêché de m'excuser la semaine d'après. Parce que bon, tu vois, moi je fais que du direct. Oui. Et il faut avoir fait du direct pour comprendre ce que vivent les gens qui font du direct. Tu vois, quand les gens parlent des dérapages d'Hanouna, les gens parlent des dérapages de Christophe Dugarry sur la RMC, quand les gens parlent du dérapage Riolo-Roten, j'ai envie de leur dire, moi je fais 2 heures de direct par semaine. Je dérape pas, je fais que 2 heures. Embauche-moi à RMC, fais-moi faire 8 heures de direct par semaine, je vais déraper. À un moment donné où mes mots vont dépasser ma pensée, parce que c'est normal, parce que tu es humain, et que le direct, c'est comme son nom l'indique, c'est du direct. Totalement. Donc moi j'ai beaucoup de...
beaucoup de solidarité par ces gens-là, parce que parmi les gens que je viens de citer, il y en a quelques-uns que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. Mais voilà, j'ai pas compris le buzz énorme sur l'histoire de la nana, supposée victime de Neymar avec les. C'était pas super fin ce qu'on fait Riolo et Roten. Et de là à ce que ça fasse un buzz pareil, que Marlène Schiappa ramène sa fraise et qu'il soit suspendu d'antenne pendant 5 jours, on a même pu penser qu'il pourrait être viré pour ça. Tu sais, je pense qu'il y a un truc qui les a sauvés, c'est la une de Charlie Hebdo. Ça les a aidés. Ouais, je pense que ça les a aidés. Ouais, totalement. Et justement, par rapport à ce franc-parler, vous êtes connu pour votre franc-parler, même certains disent que vous êtes parfois cru. Est-ce que c'est la même chose dans la vraie vie? Vous êtes le même dans la vraie vie? D'accord. Complet. Vous êtes 100% Les gens pensent que c'est un personnage, c'est absolument pas un personnage. Je suis comme ça. Je dis ce que je pense que c'est inutile de tourner autour du pot. Tu vois, ce soir, on a la dernière émission du CFC, on va parler de l'équipe de France. Je pense que je vais avoir des propos assez sévères. Et voilà, et la chaîne a beau être détenteur de droit, voilà, je suis là pour ça. Et je pense que dire ce qu'on pense en termes de football, du jeu, et exactement de l'absence de jeu de l'équipe de France, c'est le contraire du sexisme. Si on se retenait, parce que justement ce sont des filles, il n'y aura rien de plus sexiste. Aucun sens, bien sûr. D'accord. Et vous vous êtes battu contre la maladie, beaucoup de personnes le savent, vous êtes engagé dans la cause. Est-ce que, après ce qui vous est arrivé, votre vision des choses a changé, vos relations avec les gens, votre perception Dans ma vie professionnelle, non. Je suis redevenu moi-même, comme je dis souvent, aussi con qu'avant. Alors que pendant un moment, j'ai eu peur que non. Tu vois, quand je me suis réveillé de ma grève, je me suis dit je reprendrai l'émission dans 3 mois, les médecins m'ont dit au nez, j'ai repris 3 mois et demi après. Mais c'est vrai qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois, je me suis dit je pourrais pas être là dans un mois. Mais c'était même pas une raison de physique, c'était j'avais pas ma voix, j'avais pas mon mordant, j'avais pas ma joie de vivre. Et je me suis dit peut-être que ça reviendra jamais. Et voilà quoi. Alors donc non, dans la vie, voilà, je suis redevenu moi-même, ça c'est bien. Ce qui a changé, c'est mon approche par rapport à ma maladie, mais je dirais à la maladie en général. Parce que je le veuille ou non, je suis aujourd'hui devenu en France le symbole de la guérison. Un peu, je suis une maladie inconnue, bon, les gens ils savent pas exactement ce que j'ai, ils ne savent pas exactement ce que ma maladie, la cirrhose NASH, cirrhose non alcoolique. Ils ne le savent pas, mais bon, les gens ils savent que j'ai été greffé du foie et du rein. Et qu'être greffé du foie et des reins, c'est pas rien. Et que je suis là, et que je suis à la télé, et que je suis combatif. Donc je suis devenu un peu le symbole de la guérison. J'en tire aucune gloire perso, mais du coup je suis super sollicité sur les réseaux sociaux par des gens qui sont malades, qui ont un proche qui est malade. Là il y a une dame qui j'envoie un amical bonjour qui est sur Twitter, son mari dans l'attente d'une greffe du foie en Suisse. Il a très peur, donc j'essaie de lui rassurer en disant que c'est pas douloureux, c'est très fatigant mais c'est pas douloureux. Tu vois, je fais beaucoup de choses. Et là l'autre jour on a mis tous le ruban vert pour le don d'organes, j'ai participé à la Nage Day. Là, je serai parrain je suis le parrain depuis de longues années d'une association sur la Côte d'Azur qui s'appelle Enfance Star et Match. Et j'y serai pour un concert à la Pinède le 11 juillet. Alors qu'évidemment, avec ma maladie, j'ai pas pu y aller les 3 dernières années. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Voilà, quand j'ai du temps, je me mets au service de la malade et des maladies. Qu'est-ce que vous en avez parlé rapidement tout à l'heure? Qu'est-ce que vous pensez du foot féminin, la croissance du foot féminin en ce moment, notamment avec la Coupe du Monde qui se passe en France? Alors pour être très très franc, j'attendais cette compétition avec beaucoup d'appétit, beaucoup d'intérêt, et j'ai été super déçu. Alors j'ai pas été déçu médiatiquement, j'ai pas été déçu en termes d'engouement, parce que visuellement c'était une vraie Coupe du Monde avec des stades pleins, une belle ambiance et tout. J'ai été très déçu par la pauvreté technique et tactique des matchs. De l'équipe de France ou non, de manière générale? De manière générale. Okay. Je trouve le jeu stéréotypé, je trouve qu'il y a une absence quasi générale de dribble qui me pose vraiment problème. La qualité technique générale, pour moi, est encore trop faible. Voilà, on est encore au début. Hein. Oui, bien sûr. Mais perso, c'est une déception. Perso, en termes de football, pas en termes de. Je pense que pour Canal+, c'est une grande réussite et j'en suis ravi. Moi, en tant qu'amoureux du football,
je suis plutôt déçu et j'ai été très déçu par l'équipe de France. D'accord, j'imagine bien. Par rapport à la Ligue 1, on voit que ces dernières années, elle a du mal à passer un certain cap. Est-ce que vous avez une explication par rapport à ça? L'explication que j'ai, c'est la faiblesse offensive générale de cette compétition, parce que il faut bien voir un truc, c'est que marquer 15 buts en Ligue 1, c'est très difficile. Un mec qui marque 15 buts en Ligue 1, il a tout de suite une valeur marchande et il va tout de suite partir à l'étranger. Donc tu vas voir que Pépé Camille va partir, un jour Mbappé va partir, un jour Mbappé, puis le plus tard possible, j'espère, mais Neymar va partir. Alors le PSG aura les sous pour reprendre des mecs qui marqueront toujours 100 buts dans la saison, c'est pas la question. Mais voilà, quoi, c'est difficile. Lacazette est parti, Ben Arfa part, Ben Yedder est parti, Anthony Modeste est parti. Voilà, je pense que le problème de la Ligue 1, je pense que c'est un championnat qui est excellent sur le plan tactique, excellent sur le plan physique. Je pense qu'il manque beaucoup d'ambition dans beaucoup d'entraîneurs. Beaucoup d'entraîneurs jouent pour ne pas perdre, c'est très très chiant. Mais s'ils ne jouent pour ne pas perdre, c'est parce qu'ils n'ont pas le matériel offensif qu'il faut avoir. D'accord. Et le fait de ne pas pouvoir garder ces joueurs, c'est un manque d'argent qui vient Bien peut-être sûr. des droits télé? Des droits télé, pas seulement, de la fiscalité aussi. Marc Keller, c'est un exemple que je donne, quand il a quitté Strasbourg pour aller jouer à Karlsruhe à 70 km en Allemagne, rien que sur la différence de ponction de la TVA, il gagnait 20% par mois sur son salaire. Là, c'est très compliqué, quoi. D'accord. On sait que la VAR est sujette à beaucoup de discussions, de critiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai déjà dit plusieurs fois au CFC, c'est filer un outil à un incompétent, filer un marteau à un mec qui ne sait pas bricoler, il va se taper sur les doigts avec. Ce qui me déçoit dans l'utilisation de la VAR, et je pense que cette Coupe du Monde féminine, on a encore plus l'exemple flagrant, parce que alors, je pense que si le football féminin doit encore faire les progrès, l'arbitrage féminin est totalement à la rue. En fait, on a fait de la VAR un outil de chef de gare. Je veux dire, on gueule à juste raison du pénalty pas donné à la France contre les États-Unis, parce qu'il y a main, la main elle est décollée du sol, et on a sifflé des mains bien plus scandaleuses que ça dans cette Coupe du Monde. Et quand ça arrive, comment on peut refuser pour hors-jeu et hors-jeu d'un demi-orteil? Alors Dominique Armand me dirait, mais aujourd'hui le hors-jeu c'est binaire. Ah, mais bon, binaire, parce que tu prends pour référence un révélateur. Enfin voilà, je suis pas déçu de la VAR, parce que la VAR c'est un outil vidéo, je suis déçu de l'utilisation qu'on en fait. D'accord. Est-ce que dans votre carrière, il y a une rencontre avec un footballeur qui vous a particulièrement marqué? Oui, Thierry Henry. Thierry Henry? Thierry Henry, parce que Thierry Henry est devenu un ami par le respect mutuel footballistique qu'on avait l'un pour l'autre. Moi, je le respectais parce que j'étais un joueur fabuleux. Et lui, il me respectait parce qu'il écoutait mon avis dans le football. Je peux te dire que Thierry Henry n'écoute pas l'avis du football de quelqu'un. Et je me rappelle que sa femme m'avait dit qu'elle était à Arsenal. Elle m'a dit, c'est incroyable, il t'appelle après les matchs avant son père et son frère. Qu'on avait une relation très, très forte. À Arsenal, à Barcelone. C'est devenu un petit peu plus distancié évidemment quand il était à New York. Mais voilà, c'est un passionné de foot comme j'en ai rarement vu, un connaisseur de foot comme j'en ai rarement vu. Et, voilà, j'ai beaucoup apprécié travailler avec lui et le fréquenter. Est-ce que vous avez d'autres passions en dehors du foot? Au plein. Plein? Beaucoup trop. La peinture, il me semble. Ah oui, alors la peinture, pas pour peindre moi. Hein. Oui, bien sûr. Mon Dieu. Je suis tellement nul de mes doigts. Oui, j'adore ça, la peinture. D'ailleurs, je suis très très fier parce qu'en décembre, je serai jury du premier un peu des César de l'art qui va avoir lieu salle Playel. On va élire des artistes. Moi, je suis collectionneur. Alors évidemment, je suis collectionneur dans mes moyens. Hein. Bien sûr. Moi, je peux mettre 1005, 2000, 2005 dans un tableau. Tu vois. Mon peintre préféré, c'est un Anglais qui s'appelle Nathan Walsh. Ces tableaux, c'est 100 000 $, tu vois. Donc, il y a une différence. Ça, je peux pas, quoi. Mais oui, j'aime beaucoup. Moins la sculpture, même si, bon, très belle sculpture qui me laisse pas insensible.
notamment une à une galerie de La Baule, qui est une mélange de tête d'orang-outan et de buffle. C'est un mélange. D'accord. Elle me fascine. Mais bon, 16 000 euros quoi. Mais bon, ma grande passion, c'est le tennis. Ouais. Vous avez joué quand vous étiez plus jeune? J'ai été prof au Club Med. Après, j'ai joué. J'ai eu la chance de faire quelques parties avec des grands joueurs. Louis Lecomte, Fabrice Santoro, Tatiana Golovin, Robin Gilbert. Richard Gasquet, 45 minutes au Racing, avant qu'il fasse demi-finale à Wimbledon 15 jours plus tard, c'était il y a 3 ans. Malheureusement, depuis ma greffe, j'ai du mal à courir, donc j'ai du mal à jouer. Mais bon, le tennis, c'est ma grande passion. Et dans le tennis, ma très grande passion, c'est Federer. Je regarde chaque match de Federer comme si c'était le dernier. Et comme il va avoir 38 ans, ça fait à peu près 4 ans que je suis dans cet état-là. D'accord, bah c'est bien. Ouais, Si ça peut encore durer 4 ans, très bien. Non, ça ne durera pas 4 ans, Non, c'est sûr. mais c'est une chance inouïe d'aimer autant un joueur et d'en avoir pu en profiter si longtemps. C'est sûr. Là, Wimbledon commence demain, je vais rentrer en prière. Aucun sens commun quand Federer joue. Vous êtes J'insulte l'adversaire. totalement fan. Ah ouais, aucun recul. D'accord. Et justement, on parle de vos passions. Vous avez fait des livres, vous avez fait des apparitions dans des films, Les Tuches, Neuilly sa mère, pour citer que ça. Mais est-ce que vous avez d'autres projets futurs en dehors du sport? Ouais, là, je suis en train d'écrire un film. Enfin, j'ai écrit un film là qui est en cours de financement. Que j'espère pouvoir mettre en scène d'ici 6 mois, 1 an. D'accord. Et puis je vais attaquer l'écriture d'un deuxième sur un club de foot. Parce que le premier n'a rien à voir avec le foot. Le deuxième parlera des femmes de joueurs. D'accord. Mais ça parlera des femmes de joueurs vraiment. C'est-à-dire c'est pas pour décrire un monde de michetots et de tapins. Ouais, bien sûr. C'est des trucs Les vraies femmes. les vraies femmes de joueurs. Alors, il y en a des michetots et des tapins, mais il n'y a pas que ça non plus. Voilà, donc j'ai essayé de me mettre à ça. Voilà, j'ai un livre qui va sortir au fait, Dictionnaire du foot chez Plon. Et puis voilà quoi. D'accord, super. Bah écoutez, il me semble qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans vos locaux. Bah, écoute, voilà, C'est vraiment très gentil. c'est là que tu vois comme les locaux, enfin les loges du Cannes Football Club sont luxueuses et luxuriantes. Je vois ça. Hein, et encore là, ils ont coupé la clim parce qu'il faisait -12 quand on est arrivé là. Ouais.